Donc Robin est également canet. Donc là, on a un premier panel géographique, mais c'est pas comme ça qu'il a été décidé. Donc Robin est docteur en études cinématographiques. Il a travaillé sur Le Village français, pas la série télévisée, mais le concept de Village français dans le cinéma. Et après justement ce premier travail doctoral, il nous expliquait justement qu'il opérait et qu'il tentait d'opérer justement une bascule vers l'étude des comédies au cinéma, et donc notamment ici d'une comédie récente, comédie résistante. Voilà, et je lui laisse la parole pour. Il m'a prévenu une trentaine de minutes. Oui, je suis désolé, je suis la dernière communication, il est déjà tard, on va tous mourir de faim. Mais j'ai beaucoup d'extraits à vous présenter, c'est un peu l'avantage de faire des études cinématographiques. Donc moi, je viens des études cinématographiques, donc je vais étudier le texte, effectivement, le contenu, comme vous le disiez ce matin dans la diapositive, et je vais me poser des questions de représentation historique. Donc c'est un cadre un petit peu différent. Sur ce film, La folle histoire de Max et Léon, que je présenterai un peu plus tard, mais qui est réalisé par Jonathan Barré, et qui est écrit par les deux auteurs du Palma Show, donc David Marseille et Grégoire Ludig. Et sans plus tarder, je vais vous montrer le début du film que je vais commenter ensuite. Donc, avantage des études cinématographiques dont je vais abuser, hein, vous allez voir. Alors, il faut juste que je lance. Ok. Donc, le début de La folle histoire de Max et Léon, il pose immédiatement un problème vis-à-vis de la notion de fiction historique. Donc, on peut résumer ce problème en 2 points. D'abord, le film pointe tout de suite l'artificialité de sa représentation, hein, que ce soit via le décalage entre l'entrée menaçante des officiers nazis et puis leur adresse au barman, ou même les déguisements qui indiquent, au-delà de la logique narrative, que les comédiens portent des costumes. Et ensuite, le film insiste de façon plus réflexive encore sur l'artificialité de ces codes narratifs, hein, c'est le fait de jeter les enfants à l'eau, un procédé qui est renforcé pendant tout le film par le fait que ce sont les personnages qui racontent le récit, faisant ainsi peser sur le récit le doute de sa véracité. Donc ces 2 points, ils fondent mon problème initial, à savoir la difficulté de voir Max et Léon comme une représentation de l'histoire, du moins comme une représentation au premier degré, qui viserait à produire un discours sur une période donnée, puisque le film se propose d'emblée comme une vision factice, potentiellement mensongère de l'histoire, alors on pourrait dire l'histoire historique si vous voulez, et l'histoire narrative. Alors c'est sans doute ce problème qui incite Thomas Sautinel, qui est critique à la rédaction du Monde, euh, à reprocher au créateur du film de, je le cite, tourner une espèce de remake du film de Gérard Houry, donc il pense ici à La Grande Vadrouille, avec nazis ridicules et braves Français qui défient la logique de la progression artistique. Donc il n'a pas trop aimé le film. Donc c'est un problème historique de nouveau. D'abord parce qu'en imitant La Grande Vadrouille, Max et Léon en reprendraient sa vision de l'occupation. Je reparlerai de cette vision de l'occupation dans La Grande Vadrouille. Ensuite parce que le principe même de l'imitation, hein, Thomas Sautinel parle de remake, irait à l'encontre du sens supposé de l'histoire de l'art. Donc, Max et Léon, finalement, selon le critique, ce ne serait qu'un plagiat maladroit, sans distance et sans conscience du bagage idéologique de ce qu'il véhicule. Alors moi, je vais m'opposer à cette vision en considérant plutôt l'originalité du film vis-à-vis de la fiction historique. En fait, il me semble que Thomas Sautinel ne prend pas en compte la spécificité de ce type de comédies, qui sont des comédies très actuelles, qui recyclent des références, ici en l'occurrence les références de la comédie résistante. Il faut penser à La Grande Vadrouille, il faut penser aussi au film de la 7e compagnie. Je définirai ensuite le terme plus précisément. Or, entre le référent historique, donc le référent historique c'est la période de l'occupation, et les références cinématographiques, c'est-à-dire les films sur l'occupation, se crée une relation ambiguë qui, je cite Cécile Saurin, reconstruit un cadre historique dans lequel penser le film. Je continue de la citer. Grâce au second degré, l'univers fictionnel n'est plus construit ni évalué à l'aune du réel, du crédible, mais il est entièrement agencé selon une logique interne, elle-même tournée vers l'histoire du cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de ce point de vue, Max et Léon n'est pas exactement un film sur l'occupation, dans le sens où il prendrait celle-ci directement pour sujet, mais il est bien un film sur les images produites par le cinéma de cette période. Donc mon enjeu, c'est de comprendre ce qu'est une fiction historique au second degré. Que devient le référent historique une fois passé au prisme des références cinématographiques ? Comment se remodèle l'interprétation historique que l'on peut donner de ce type de film ? Alors à partir de ces questions, je vais plus précisément m'interroger sur les qualités et les ambivalences de cette trame historique particulière que crée la fiction en se retournant sur elle-même, en prenant pour sujet ses propres codes ou ses propres images.
C'est un point d'autant plus saillant que l'occupation, c'est une période dont l'interprétation historique est inscrite profondément dans l'histoire du cinéma, parce que ça a concentré des enjeux de représentation très importants, notamment sur la manière dont on allait représenter la collaboration, j'en parlerai un peu plus tard. Donc revisiter la comédie résistante, ce n'est pas un geste neutre, au contraire, et le but va être d'étudier la manière dont les créateurs de Max et Léon négocient sans cesse avec les impératifs d'un genre dont ils amplifient, tordent et moquent les traits marquants, tout en respectant la trame narrative et à son corps défendant également, ce sera ma dernière partie, la trame idéologique. Donc je vais faire 3 parties. Je montrerai d'abord dans les 2 premières comment l'usage du pastiche et de la parodie permet de revoir le genre en se distanciant de son discours conservateur. Donc c'est plutôt une vision politique de la parodie. Et en même temps, j'étudierai les limites de cette stratégie en dévoilant les ambivalences idéologiques du film. Donc la comédie résistante, c'est quoi? Alors l'historienne Sylvie Lindeperg, qui est à l'origine du terme, lui confère plusieurs attributs en se fondant sur une étude de plusieurs comédies des années 60. Les années 60, c'est le moment où la Grande Vadrouille, justement, est créée. Alors, c'est une subversion des clichés de l'imagerie épique, où les héros le sont toujours malgré eux. Donc, l'un des points importants, c'est cette figure du héros malgré lui, et dont la particularité est de valider le mythe résistentialiste. En reprenant, je cite l'historienne, l'image consensuelle d'une France peuplée de bons patriotes prêts à en découdre avec les Allemands. Alors dans le film, effectivement, en fait, les personnages principaux, ce sont Max et Léon, ce sont des pieds nickelés, sans conviction politique particulière, qui vont être entraînés malgré eux dans le tourbillon de la guerre et qui vont en devenir des héros. Donc c'est bien, dans le film respecte absolument tous les points, c'est bien une subversion de l'imagerie épique qui reprend la figure du héros malgré lui. Donc la trame narrative du genre est respectée et mon but ici, ça va être de voir comment le film joue avec les codes de la comédie résistante en les imitant, en les exagérant, en les déformant pour produire une affinité ou un décalage avec le discours attendu de celle-ci. Donc je vous propose de regarder un deuxième extrait. Max et Léon, c'est un peu dans le début du film, Max et Léon viennent de déserter au moment où les Allemands attaquent Charleville-Mézières et ils se réfugient chez une épicière qui les cache à ce moment-là. Je vais faire une coupure dans l'extrait, il y a une coupure au noir, vous verrez, c'est pour aller un peu plus vite. Mais l'extrait continue. La première déformation comique de l'extrait, ici, c'est l'exagération. Le passage exacerbe le portrait d'une France résistante en montrant une épicière qui abat froidement 2 Allemands. Bon, il me semble qu'il est impossible de prendre cet extrait au premier degré pour 2 raisons. Alors d'abord parce que par la suite, les auteurs démontrent parfaitement la conscience qu'ils ont du mythe résistentialiste, j'en parlerai tout à l'heure avec la collaboration, mais aussi parce que celui-ci est déjà l'objet de plusieurs exagérations comiques dans l'histoire du cinéma. Par exemple, dans Papy fait de la résistance, de Jean-Marie Poiré en 1983, le personnage du super résistant vient moquer la propension des comédies résistantes à peindre une France super-héroïque. Donc en fait, cet humour, il s'inscrit dans la logique du pastiche, au sens de Gérard Genette, c'est-à-dire l'imitation, je le cite, d'un style et des motifs thématiques qu'il comporte. Les cinéastes exagèrent les codes de la comédie résistante pour en moquer le manichéisme, introduisant ainsi une forme d'ironie historique qui est en fait la forme qu'utilise aussi OSS 117. En l'occurrence, l'ironie cible ici non pas la période de l'occupation, mais plutôt l'idéologie de la production cinématographique des années 60. Un deuxième type de déformation intervient à la fin de l'extrait, d'abord avec le plan de la carte qui détourne l'usage massif qui est fait de celle-ci dans la Grande Vadrouille, et avec la panne en rase campagne qui évoque une scène précise du film, dans la Grande Vadrouille aussi. Donc on est ici plutôt dans le registre de la parodie. Alors si pour Genette, le pastiche c'est une affaire d'imitation de style et de genre, donc de quelque chose de général, la parodie c'est la transformation d'un texte précis qu'on va détourner. Ici la Grande Vadrouille. On détourne, donc le détournement se fait par le motif, soit par la carte, soit via une scène précise. Donc pour la carte, la parodie elle est discrète et elle relève plutôt du régime satirique, puisqu'en fait elle contrecarre la lisibilité spatiale de la Grande Vadrouille. Dans la Grande Vadrouille, les personnages doivent passer au sud de la ligne de démarcation. Et dans la Grande Vadrouille, donc, cette lisibilité spatiale, c'est aussi une lisibilité idéologique. Ça trace une ligne assez claire entre le bien et le mal et entre ce que les personnages doivent éviter. Et en l'occurrence, dans l'extrait que je viens de vous montrer, cette lisibilité, on lui substitue une désorientation spatiale et identitaire. Ce sont les héros qui sont déguisés en allemands qui tracent cette croix gammée eux-mêmes sur la carte.
Dans le second cas, la parodie, elle est plus évidente, mais elle relève cette fois du régime laudatif, donc c'est-à-dire de l'hommage fait au modèle, qu'on va détourner gentiment. Bon, c'est plus une voiture qui tombe en panne, mais c'est une moto qui se démembre. Dans les deux cas, on voit bien que l'événement historique convoqué, donc l'événement historique, c'est la déroute de l'armée française, n'est interprété que dans la relation qu'il entretient avec les signes distinctifs de la Grande Vadrouille, qui sont traités à la fois sur le modèle satirique, enfin sur le mode satirique et sur le mode laudatif. Donc je vous montrerai en dernier lieu que ce régime laudatif, il est ambivalent, vous pouvez le garder dans un coin de votre tête, mais pour le moment, on peut surtout constater que les références permettent de créer une distance avec des modèles filmiques qui sont vus sous un jour ironique ou satirique, ce qui éloigne finalement le film du discours conservateur propre au mythe résistentialiste. Et ça, c'est assez clair avec la question de la collaboration. Donc pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit des rapports d'hyperfilmicité selon Genette. Alors ça veut dire quoi ? C'est les relations entre un film et un ou plusieurs référents qui sont évoqués, mais que le spectateur ne fait que deviner. C'est-à-dire qu'on ne fait que deviner la Grande Vadrouille à travers les images que je vous ai présentées. À partir de là, on peut se demander si le film engage à une pensée historique au sens de Robert Burgoyne. C'est-à-dire, non pas la simple imitation d'une période dans laquelle une action va se dérouler et que le spectateur va reconnaître, mais un film qui pousse à interroger le passé et son interprétation. Donc, j'ai montré comment la parodie et le pastiche participent à se positionner vis-à-vis des représentations d'un passé historique précis. Mais maintenant, je vais m'intéresser à un angle mort des comédies résistantes, c'est la représentation de la collaboration. Donc la référence, elle n'existe pas vraiment, il n'y a pas de collaboration dans les comédies résistantes, c'est ça le mythe résistentialiste, l'idée que toute la France a été résistante. Donc la référence n'existe pas et le second degré doit trouver d'autres accroches, d'autres stratégies pour élaborer une pensée historique. Donc je vous présente également un nouvel extrait, j'en ai 4 en tout, donc je vous le dis tout de suite. Ici, à ce moment-là du film, Max et Léon sont devenus déjà résistants, donc ils sont devenus héros malgré eux. Ils s'infiltrent à Vichy pour travailler dans le département de propagande du régime du maréchal Pétain. Et l'extrait que je vous présente, c'est leur arrivée au département de propagande et on leur explique comment ça va se passer. Et je vous mets à la suite 2 publicités qu'ils réalisent pour la propagande. Donc l'extrait ici, vous le voyez, repose sur 2 formes facilement identifiables de jeux référentiels. D'abord la citation avec les affiches de la propagande vichiste en arrière-plan, qui sont de vraies affiches, donc celle-ci pour la Relève en 1942, pour les chantiers de la jeunesse française ou pour le STO. Et ensuite le pastiche à travers ces 2 clips qui imitent le style de la publicité contemporaine pour l'adapter au discours collaborationniste. Donc dans le premier clip s'approprie l'imagerie des génériques des séries télé familiales pour décrire un occupant qui se verrait bien intégré à la famille nationale. Le second reprend plutôt le style des publicités visant à proposer des services de proximité pour l'adapter ici à la milice française, donc ce service paramilitaire créé sous le régime de Vichy qui devait lutter contre les réseaux de résistance. Donc la superposition des images historiques d'un côté et des pastiches de l'autre dit bien comment la fiction peut engager une pensée historique en créant une relation discursive entre le vrai et le faux. Par leur outrance, les clips publicitaires commentent l'outrance même des images de la propagande vichiste. D'une certaine façon, le pastiche joue ici un rôle métatextuel, ou méta-iconique, si on adapte ça à la notion d'image, puisqu'il vient commenter, en les rendant visibles, les modes de fabrication d'une image, en l'occurrence ici d'une image de propagande. Il y a un troisième niveau de référence qui intervient, même s'il n'est pas à proprement parler une référence, mais une réminiscence, c'est-à-dire pour Alain Bergala, à qui j'emprunte le terme, l'écho involontaire d'images d'un film qui font retour dans un autre film et qui travaillent l'inconscient de la mémoire cinéphilique. Alors ici, le film réminiscent, c'est Lacombe Lucien de Louis Malle en 1974, qui est la première fiction à prendre pour héros un jeune Français collaborateur qui collabore activement au régime de Vichy et qui est une fiction qui a eu un impact historique très important, qui fait partie de cette vague de films qui ont dénoncé la collaboration française dans les années 70. Alors ce qui revient, ce qui fait retour, c'est d'abord ce grand escalier central qui joue un rôle majeur dans les 2 films. Il matérialise l'interdit dans Lacombe Lucien, puisque les résistants sont torturés à l'étage, et vous voyez qu'il est gardé par un grand chien, il y a toute une symbolique autour de ça. Et dans Max et Léon, c'est l'endroit depuis lequel meurent les 2 collaborateurs, mais vous le voyez aussi dans l'arrière-plan de l'extrait que j'ai proposé.
Et de même, le rôle de la secrétaire est à souligner. Dans une scène fameuse de la combe Lucien, en haut, la secrétaire, qui est rousse et qui est coiffée de la même façon que celle de l'extrait, explique au héros recevoir environ 200 lettres de dénonciation par jour. Dans l'extrait présenté, 42. Dans les deux cas, ces échos, ils renvoient au prosaïsme de la collaboration, de ces lieux, l'escalier, et de ces figures, la secrétaire, dont la banalité exprime l'horreur. Alors évidemment, avec la réminiscence, il ne s'agit pas à proprement parler d'histoire, mais de mémoire. Vous avez fait la différence tout à l'heure, et évidemment, elle est logique. Malgré tout, le concept dit quelque chose de la manière dont les images manifestent parfois leur poids historique, au-delà de la simple référence consciente et localisée. Dans ces résurgences se concentre la mémoire d'un rapport brûlant du cinéma à l'histoire, d'un moment précis, et ce moment dont je parle, c'est les années 70, c'est ça le moment brûlant de la mémoire, où le cinéma a pris en charge de façon critique une question historique, et ça fait retour finalement dans la comédie en 2016. Donc citation, pastiche, réminiscence, ces trois niveaux de référence indiquent comment la question historique infuse la fiction sous la forme d'images qui font retour, de façon consciente et localisée, de façon ironique et distanciée, ou même de façon inconsciente. C'est précisément dans ce retour que se situe l'enjeu historique de ces fictions au second degré. Les images présentes se proposant comme une relecture, une réévaluation des images du passé que l'on va citer, détourner ou qu'on va remémorer. Mais toutefois, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'agit là d'un discours métahistorique. Le film joue effectivement avec les représentations historiques, donc avec les affiches. Il joue avec les représentations de l'histoire, avec les films. En cela, il est métafilmique ou méta-iconique, comme je l'ai dit, mais il n'est pas une réflexion sur la façon dont le cinéma produit un discours critique sur l'histoire et sur ses représentations. Il n'est pas un discours critique sur la façon dont le cinéma représente l'histoire. Cette limite, elle me paraît importante, non pas pour enlever un mérite au film, c'est pas le but, mais pour comprendre que la distance qu'il entretient avec les images n'est pas totale. Il y a en fait une persistance idéologique que le second degré n'efface pas complètement, parce que le second degré ne vise pas à déconstruire les images, mais simplement à se situer par rapport à elles. Pour le dire plus simplement, je vais me demander dans une dernière partie que je vais faire rapidement, ce qui résiste du premier degré dans le second degré. Donc les continuités idéologiques de la comédie résistante. Alors finalement, si le film actualise par le second degré les traits les plus datés de la comédie résistante, c'est les traits dont on va se moquer finalement, son aveuglement sur la collaboration, il en conserve au premier degré des éléments majeurs, et ça sans doute sans s'en rendre compte. Le plus important d'entre eux, c'est la figure du héros malgré lui, dont Sylvie Lindeperg rappelle le poids dans la constitution du mythe résistentialiste, je la cite, « En choisissant pour héros ceux-là même qui paraissent les moins enclins à s'engager dans la lutte, les auteurs consolident l'image d'une France héroïque. Le héros malgré lui est à l'image d'une France résistante malgré elle, malgré ses défauts. » Donc je vous passe un dernier extrait très rapide pour étayer cette idée. Max et Léon tentent de s'échapper d'un camp dans lequel ils sont emprisonnés. Ils se font repérer par la police allemande et pour s'en sortir, ils vont créer une sorte de comédie musicale. C'est râleur, il fait la grève, il est nul en sport, il est lubrique, il rate tout ce qu'il entreprend, même une évasion. Cette liste en rappelle une autre, celle plus clémente d'Astérix et Obélix dans La Grande Traversée. Vous pouvez la lire si vous le souhaitez. Le français est râleur, il est indiscipliné, mais c'est un bon vivant. Cette connivence, elle n'est pas anodine. Elle rappelle, comme le souligne Alain Vaillant, que je cite, que la culture populaire semble se livrer en France à un exercice continu d'autodérision collective. Non par masochisme, mais parce que décidément l'épopée populaire ne saurait être qu'une épopée comique. Donc, fin de citation. L'autodérision est le ferment de l'héroïsation, car elle joue une fonction identitaire fondamentale. Le français est nul, mais on ne peut pas le changer. Et parce qu'on ne peut pas le changer, on ne peut pas l'envahir, ni sur un plan territorial, ni sur un plan culturel. La conséquence idéologique de ce modèle, c'est la constitution d'une identité nationale défensive, une identité de contre-acculturation, parce que naturellement rétive à tout changement, à toute acculturation. La comédie résistante, c'est le genre qui véhicule le plus clairement ce modèle, en faisant le portrait d'une France résistante malgré elle, malgré ses défauts, malgré ses errements. Or, le film, il est poreux vis-à-vis de ce mythe identitaire dont la fonction politique est particulièrement vive à notre époque présente, qui est elle-même défensive sur les questions identitaires. Enfin, ce sera mon dernier point, cette continuité idéologique, elle autorise à en revenir, pour terminer, à une question plus classique, qui est souvent posée en premier aux fictions historiques. Cette question, c'est quelle interprétation de l'occupation, donc quelle interprétation de la période historique directement, donne le récit de Max et Léon ?
Alors on l'a vu, le film il est corrosif sur la collaboration, mais en même temps il est perméable à l'idée d'une France résistante par nature. Si bien que s'il prend ses distances avec le mythe résistentialiste, il n'en demeure pas moins sensible à son essentialisme identitaire. Donc plus globalement, finalement, il s'inscrit dans une vision contemporaine édulcorée de l'occupation au cinéma. Hilary Radner la remarque à propos de La Rafle de Rose Bosch en 2010, il y aurait sans doute d'autres films, mais là je reprends son exemple, en notant comment le film, je la cite, tente de reconnaître une injustice du passé tout en rassurant l'audience sur la rectitude morale essentielle du peuple français. Le film du Palmachot s'inscrit dans cette même logique d'équilibriste, où le but est de ne pencher ni du côté de l'accusation trop frontale à la manière du cinéma des années 70, ni du côté de la naïveté résistentialiste des années 60. Dans le film, cette tension elle se résout dans cette réponse de Léon à un Français collaborateur qui s'étonne que les personnages ne soient pas dans son camp. Hein. Donc il répond au collaborateur, mais nous on est avec personne, enfin on est avec tout le monde. Par là se manifeste la volonté des auteurs de rompre avec le problème de la représentation de l'occupation au cinéma, au point d'en accepter un relativisme qui paraît presque plus problématique. Mais finalement, ça dit parfaitement la façon dont la fiction historique au second degré entre toujours en négociation, parfois maladroitement, avec l'interprétation historique d'une période, avec celle des fictions la représentant et avec sa propre place dans l'histoire des représentations, dans un mélange qui, j'espère vous l'avoir montré, est particulièrement complexe et ambivalent. Je vous remercie pour votre écoute et je suis désolé d'avoir été un petit peu long. Merci.